La causerie, c'est là que nous retrouvons nos confrères invités ce matin, avec notamment Léa Aglago, Red Chef Radio Tokpa. Bonjour. Bonjour à toi et Sénat Léa Aglago, c'est mieux. Oh, Sénat Léa Aglago, vous préférez, d'accord. On va en tenir compte. Joseph Bobo, lui, DP, Le Devoir du quotidien, donc Le Devoir. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Latif, bonjour Lalé et bonjour à tous les téléspectateurs. L'autre qui était là depuis avec nous dans le journal, c'est bien Oswald Akpari. Lui, il est acteur politique, membre du Bloc républicain, pas de l'Union progressiste, bien évidemment. Il est aussi candidat. Comme je l'avais annoncé, il reste avec nous. Et d'ailleurs, nous allons démarrer la causerie avec lui. Les campagnes ont démarré depuis vendredi dernier. 2 partis sont en liste, dont le vôtre, le parti donc. Qu'est-ce qui a changé depuis lundi dans la consommation, on va dire, de la denrée campagne? Qu'est-ce qui a changé? Oui, je vous remercie. Je dis bonjour aux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Par rapport à la campagne, moi je dirais que tout se passe dans les règles de l'art. Les populations adhèrent. Tout à l'heure, je vous ai dit avant d'être sur votre plateau, j'étais au niveau de notre siège de campagne de la 15e circonscription. Il y a un monde fou qui attend les dispositions à prendre pour la journée. Donc ça se passe comme ça depuis le lancement de la campagne il y a quelques jours. Et nous évoluons, nous sortons les stratégies au fur et à mesure de l'évolution de la campagne. Et vous ne restez pas sans savoir, quand vous rentrez dans notre circonscription, vous allez voir effectivement qu'il y a la campagne qui bat son plein. Voilà, Joseph Bobo, il y a tout de même que de l'histoire de votre expérience, bien évidemment, de reporter politique, quelque chose doit avoir changé, notamment dans, on va dire, le déroulement de la campagne. Je crois que la campagne électorale est d'abord réglementée par la loi. Et que dès l'ouverture de celle-ci, les formations politiques ou les différents candidats en lice pour la compétition électorale commencent par investir le terrain pour aller vers les potentiels électeurs, expliquer les raisons pour lesquelles ils sont candidats. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la campagne électorale pour le scrutin législatif du 28 avril prochain. Et donc, comparativement aux autres campagnes législatives, je trouve que, étant donné qu'il y a seulement 2 listes en compétition, les populations ne manifestent pas un engouement, disons, un vrai engouement, un véritable engouement pour la chose. On a comme l'impression que les populations ne sont pas encore intéressées. Mais cela va de soi, parce que cette campagne a toujours démarré timidement. Et généralement, lorsque les différentes listes de candidatures en compétition ou les différents candidats en liste ne mettent pas les moyens, les populations ne sont pas enclins à sortir et à manifester dans la joie qui nous caractérise, dans la convivialité qui caractérise ces moments-là, ne sont pas enclins à sortir, aller organiser des débats en aparté entre elles et bien évidemment animer avec les candidats, leurs représentants, la campagne électorale. Donc je note que comparativement aux autres campagnes législatives, il y a aujourd'hui c'est seulement 2 listes qui sont en compétition. On a l'impression que il y a une certaine, pour ne pas dire une frange très importante de la population qui n'est pas concernée par ce qui a commencé par se faire. Et donc, au fil des jours, on espère bien que, après certainement une semaine de campagne, la dernière semaine, puisque ça dure 2 semaines, que le moteur diesel va certainement prendre et que les populations vont manifester un réel engouement pour cette campagne-ci. Sénat Léa Aglago, c'est aussi trop tôt pour, on va dire, prendre le pouls réel de la campagne?
Bon, cela va de soi, hein. Je pense que la campagne bat son plein pour les acteurs qui sont impliqués dans cette campagne-là. La campagne bat son plein pour les populations qui sont intéressées à suivre le programme de chaque candidat concernant ces deux listes-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce qui véritablement a changé, c'est que les tests étant très appliqués aujourd'hui ou actuellement dans notre pays, on ne voit plus le désordre qu'on voyait à une époque quand on parlait de campagne électorale. Vous savez, on investissait tellement de fonds, on faisait tellement de désordre entre griffes qu'il y avait une surprésence des candidats sur le terrain. Et c'est peut-être cela que certains appellent effervescence. Aujourd'hui, on a régularisé cela puisque on va vous faire le point après la campagne. Vous allez devoir justifier combien vous avez utilisé, pourquoi est-ce que vous avez peut-être dépassé le montant. Et donc, tout ça l'a fait qu'aujourd'hui, que même malgré leur bonne volonté, les acteurs politiques également sont obligés de rester dans un cadrage. Et donc, pour moi, la campagne se déroule normalement. Ce qui a peut-être changé également aussi, c'est que dans nos administrations, il y a plus de rigueur au travail. Et donc, forcément, nos fonctionnaires qui, d'habitude, quand on parle de campagne, laissent le boulot pour aller faire la campagne, nos enseignants qui peut-être laissaient les élèves, les étudiants en salle pour aller faire la campagne, même les élèves étudiants qui refusaient de venir au cours, tout est tellement strict aujourd'hui que vous êtes obligés de rester dans le cadrage. Et donc, c'est peut-être tout ça qui fait qu'on dit qu'il n'y a pas effervescence sur le terrain. Sinon, ce week-end, moi, j'ai remarqué que la campagne battait son plein, surtout dans la ville de Cotonou, puisque nous sommes à Cotonou. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que l'autre chose qui explique cela aussi, c'est qu'il y a certains grands ténors de ces deux partis en compétition qui ont ouvert la campagne dans le nord du Bénin. Cela va de soi. Peut-être qu'ils se sont dit, nous allons commencer par, puisque nous sommes plus présents à Cotonou, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et comme ça, nous allons descendre au fur et à mesure et nous reviendrons finir à Cotonou. Je pense que c'est cette stratégie-là également qui fait que peut-être on dit qu'à Cotonou, ça ne va. Sinon, des candidats sur ces listes la sortent et font des campagnes, rassemblent les populations. Et vous savez ce qui m'a étonné, moi, quand j'en ai observé, je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on aurait cru, c'est des moments de joie et d'ambiance pour les populations, puisqu'au-delà du message, vous voyez les populations se réjouir du fait que maintenant, les politiciens ont compris que c'est l'heure de venir vers eux. Et parce que les politiciens même disent, oui, nous avons passé tout notre temps, aujourd'hui, maintenant, on est obligé de venir vous rendre compte. Et cette obligation fait qu'aujourd'hui, que nous sommes obligés de faire de bonnes choses, parce qu'au moment de revenir vers vous, c'est souvent très difficile quand on n'a pas un bilan à présenter. C'est souvent très difficile quand on a une charge qui n'est pas agréable à présenter. Et donc, nous-mêmes, nous avons conscience que aujourd'hui, vous n'êtes plus comme un peuple à une époque donnée qu'on pouvait acheter facilement, mais que vous demandez plus les résultats. Et je pense que cette conscience-là, au niveau des acteurs politiques et au niveau des populations, a fait que quelque chose a changé. On n'est plus peut-être ça va venir, hein, parce qu'on ne peut pas jurer de tout. On n'est plus, on n'a pas vu, du moins moi, je n'ai pas vu sur le terrain le fait qu'on partage des gadgets, des sommes d'argent. Je n'en ai pas encore vu. Et donc, pour moi, je pense que nous grandissons. Parce que quand vous grandissez, il y a des habitudes que vous pensiez vraies, que vous commencez par laisser, au détriment d'autres habitudes nouvelles qui font que vous avancez, que vous évoluez. Et je pense que quand nous allons changer dans nos comportements, aussi bien en tant que population qu'acteurs politiques, vous verrez que quand ils iront là-bas pour nous représenter, ils seront obligés d'être plus rigoureux, puisque nous, on ne va pas leur laisser le temps quand ils vont revenir vers nous, de ne pas nous donner un bilan. Et donc, je pense que la rigueur doit être à tous les niveaux. Mais pour moi, la campagne bat son plein. Ça va peut-être s'intensifier puisque nous sommes qu'au début, effectivement. Mais j'aimerais leur dire également que 2 semaines, ça passe très vite. Nous venons déjà de faire 3 jours, je crois, dedans. Et donc, ça va finir dans quelques jours. Et donc, il vaut mieux mettre en place les stratégies pour expliquer véritablement aux populations ce qu'on veut aller leur proposer, ce qu'on veut aller faire en leur nom, parce que nous, on ne pourra les juger que sur les résultats et pas sur ce qui s'est passé, les querelles qu'il y a eu. Non, nous, on n'a pas besoin de ça. Sénat Léa Glagon, on va rester avec vous et dire que retenir de bon dans le déroulement de cette campagne. Non, je pense que ce que moi j'ai retenu de fondamental, c'est puisqu'on a 2 listes. Oui, bon. Moi, je n'aimerais pas encore parler des listes, mais j'aimerais parler du comportement des candidats sur le terrain. Pour ce que j'ai vu déjà, j'ai vu des candidats pas surexcités, des candidats sobres dans leur esprit, droits dans leurs bottes, qui ne voulaient pas en fait montrer aux populations
qu'ils sont victorieux parce qu'ils ont pu aller à cette élection, mais voulaient simplement montrer aux populations ce qu'ils pourraient faire en tant que citoyens quand ils seront à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est déjà un bon départ. Parce que là où nous en sommes aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'invectives, nous n'avons pas besoin de conflits. Et nous, on n'en a pas besoin. Nous voulons juste savoir ce qu'ils vont nous apporter quand ils vont nous représenter à l'Assemblée nationale. Je pense que ça, c'est déjà bon. Ce qui est bon aussi, c'est que, je vous ai dit, on n'a pas eu trop de saturation de publicité, des affiches et autres dans nos villes, même si je pense que ça va s'intensifier, parce que même sous la pluie, ce dimanche, j'ai vu des affiches être posées. Je pense que c'est le comportement des candidats que nous, on va juger. Parce que nous, c'est pas aujourd'hui, il faut nous montrer que parce qu'on veut aller à l'Assemblée, on est super puissant ou qu'on a déjà une super puissance qu'on va aller exercer là-bas. Nous voulons des députés qui vont nous représenter en étant ce que nous sommes, pas en étant ce que nous ne sommes pas nous, parce qu'ils sont notre reflet. Et quand ils agissent, ils vont dire qu'ils agissent en notre nom. Et donc, en voulant agir en notre nom, qu'ils pensent à tout ce que nous avons vécu jusqu'à arriver là aujourd'hui et qu'ils pensent à ce qu'ils pourront faire pour que quand ils seront à l'Assemblée nationale, on puisse se retrouver en eux et qu'on puisse se dire, ça a été difficile, mais ils nous ont représentés et ils font le job pour nous. C'est le plus important, en fait. Et je vois M. Akbali, entre griffes, très petit sur ce plateau. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est que de l'humilité. Et je pense que nous voulons des gens comme ça. Mais on espère aussi que ce n'est pas des comportements qu'on nous donne juste en campagne. Pour qu'une fois à l'Assemblée, on les méconnaisse. Oui, parce que c'est ça aussi qui frustre la on va le laisser réagir sur deux aspects de vos interventions. D'abord, Joseph qui pense que le fait que ça soit deux listes, ça fait un élément pour mettre moins d'engagement. Mais l'autre élément surtout très important, c'est Sénat Léa Glago qui indique qu'aujourd'hui, l'argent est tellement, ou plutôt l'usage de l'argent est cadré, il y a de la rigueur dans l'application de la loi, que l'argent ne va pas circuler. Est-ce que vraiment l'argent ne va pas circuler? Est-ce que l'argent ne circule pas? Qu'ils répondent, franchement, voilà. Voilà. Moi, vous savez, dans toute campagne électorale, il y a la logistique qui va avec ce qu'on déploie. Donc, on ne peut pas dire que l'argent ne circule pas. Seulement que c'est le paiement de la motivation des populations. C'est ça vraiment qu'on ne joue pas avec. L'achat de conscience. Voilà, on ne joue pas avec. On invite les populations à venir quelque part. On doit le faire à soi. On doit mettre des bâches, des chaises. Et les populations, voilà. Donc tout ça, la logistique a un coût. Et ces coûts sont inévitables. C'est même déjà prévu dans nos charges. Donc après ça, les populations sont tellement attentionné par ce que les candidats délivrent. Vous allez voir qu'on va des fois à des meetings de proximité où les populations prennent près de 40 minutes à poser des questions qui tapent vraiment sur la conscience des candidats que nous sommes. Donc quand vous arrivez à répondre à ces questions, ça vous engage au-delà de la campagne. Ce n'est plus du genre, on dit, les promesses électorales n'engagent que ceux qui l'attendent. Non, les populations vous amènent à prendre des engagements vis-à-vis d'eux. Des engagements qui, par le passé, n'ont pas été respectés et pour cela, ils ont été déçus. Aujourd'hui, vous devez regagner leur confiance et pour regagner cette confiance, il ne faut pas faire des discours de démagogie. Il faut être objectif, il faut être conscient, il faut dire la vérité aux populations. Pour l'instant, que ça soit au niveau, avant de répondre à l'élément, au deuxième élément, pour l'instant, que ça soit au niveau de la pré-campagne et même d'avant la pré-campagne et depuis ces 3 jours, est-ce que le fait déjà que vous ne mettez pas au devant l'argent, les 2000, c'est important pour les Béninois, pour nous tous Béninois, 2000. Est-ce que l'absence de ça ne démotive pas? Est-ce que les gens sortent avec engouement? Non, quand vous dites que c'est important pour les Béninois, je ne crois pas. Quand vous allez sur le terrain aujourd'hui, vous allez voir des populations qui sont engagées de façon spontanée. Parce que quand vous venez à un regroupement et que vous avez prévu 100 et qu'il y a 150, 200 qui sont là, vous comprenez effectivement que là, les gens vous attendent sur certains points. Les populations aujourd'hui ne s'attendent plus à la distribution de 1000 francs, 2000
pour aller vers un acte. Ils attendent que vous leur expliquez, après l'élection, qu'est-ce que vous leur apportez demain. Et c'est là tout le changement. Quand vous vous engagez sur le fait qu'on a un contrat de 1000 francs, vous vous trompez. Mais quand vous vous engagez sur le fait qu'après les élections, nous sommes avec vous, nous allons vous suivre dans tel projet, les gens sont plus conscients de ça. Et eux-mêmes vous disent, ah oui, nous sommes d'accord avec votre projet. Maintenant, si vous venez devant des populations et vous dites, bon, je suis là, comme d'habitude, ou bien, voilà, me voici, je vais aux élections, bon, vous êtes combien là, et ça fait tel montant, je vais laisser ça à votre leader, et vous partez, vous allez voir que dans ces mêmes populations, pendant même que vous êtes en train de délivrer votre discours, entre eux-mêmes, ils se disent, mais il n'a qu'à vite faire partie, Et en ce moment, ce n'est pas de ça que la population a besoin. Et par le passé, c'était ça. Mais aujourd'hui, la population change. Même en leur sein, ce n'est même pas les politiques qui changent la conscience des populations. Les populations même changent de conscience. Et quand vous êtes devant une population qui est réceptive à ce que vous dites, vous-même, vous comprenez pas les gestes et faits. Alors, le deuxième élément. Le deuxième élément est que, vous voyez, on est 2 listes à aller aux élections. Il y a plusieurs autres militants d'autres formations politiques qui n'y vont pas. Ces militants viennent quand même écouter ce que ceux-là qui vont à la compétition. Et c'est pour cela que je dis, notre siège de campagne est plein à craquer. Ce n'est pas nos militants, mais pas ceux-là qui sont qui ont leur formation politique, qui n'y vont pas et qui viennent savoir ce qu'on peut avoir à leur apporter. C'est-à-dire que si leur parti n'y va pas et que notre parti a plus de sensibilité idéologique avec leur parti, ils préfèrent adhérer et marcher avec nous. Et là, c'est un autre travail qu'on fait. Et c'est pour cela qu'au siège, au lieu que tous les candidats soient déployés sur le terrain, il y a un homme qui est là, qui reçoit ceux-là qui sont les nouveaux militants. Qui veulent vraiment travailler. C'est eux qui viennent de façon spontanée vers nous et nous les recevons parce qu'on a besoin de tout le monde pour ce travail. Joseph Bobo, l'argent ne va plus circuler. Est-ce la fin d'une mauvaise réalité? Oui, il fallait qu'on en arrive là. Parce que vous savez très bien le rôle qu'a joué l'argent dans les différentes élections depuis 1991 à 2016. Et donc, cela a fait que, au lieu que ce soit les politiques ou les politiciens qui parlent de la chose politique, qui la partagent avec les populations et les potentiels électeurs, ce sont les plus fortunés qui ont pris d'assaut l'arène politique et qui ont commencé par dicter leurs lois, alors qu'il s'agit de 2 différentes réalités. Ceux qui, par exemple, ne misent que sur l'argent, ce sont ceux-là qui, une fois élus, font office de figurants dans les débats auxquels nous assistons généralement. S'ils ont le temps d'aller au Parlement, hein? Bien sûr, parce que ils ont les moyens. Et quand vous avez les moyens, vous savez ce que ça veut dire. Comme il l'a si bien rappelé tout à l'heure, lorsque vous commencez par signer un contrat de 1000 francs, 2000 francs avec la population et qu'elles y sont habituées, vous n'avez d'autre choix que de revenir leur proposer de l'argent. Le débat politique n'est pas un débat d'argent. C'est un contrat politique que le potentiel candidat signe avec sa base électorale ou les potentiels électeurs que le candidat rencontre au cours de la campagne électorale. Lorsque le contrat est basé sur des échanges fructueux, pertinents par rapport à l'amélioration des conditions de vie et de travail des potentiels électeurs, des populations à la base, vous voyez, ça donne quand même une certaine, disons, une certaine aura, j'allais dire, une certaine aura, non seulement aux Gotha politiques, mais également aux populations elles-mêmes qui se sentent
disons, ravis de voir que leurs projets sont portés par les candidats qui sont venus vers elles pour, disons, amener ou pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Si ce n'est pas le cas et que c'est basé rien que sur l'argent et sur l'argent seul, voyez-vous, c'est biaisé. Le débat par la suite est biaisé et lorsque ces candidats qui ont beaucoup de moyens investissent l'arène politique, il va de soi que tôt ou tard, cette arène politique disparaîtra au profit des plus fortunés. Ce qu'il faut déjà commencer par éviter. Il faut bien observer, hein, je l'ai dit tantôt, que les populations ne manifestent pas beaucoup d'engouement à la campagne. On a comme l'impression que la pré-campagne électorale était plus animée que la campagne elle-même. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Je suis sûr que les candidats en liste, que ce soit de l'Union progressiste comme du Bloc progressiste, je suis sûr à Bloc républicain, je suis sûr que beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire la plupart, n'auront pas les moyens de déployer les 1000 francs, 2000 francs, les 5000 francs, les 10 000 francs auxquels les populations avaient été habituées par le passé. Il s'agira d'une campagne sobre et très sobre, et donc ceux qui vont se pointer aux meetings ou aux réunions, aux différents échanges avec les potentiels candidats n'auront pas ce que nous appelons en fond et fliazinpo. Il y en aura, je suis sûr qu'il n'y en aura pas parce qu'à les observer, on sent qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à ce que les populations pourraient leur exiger par rapport à ce qu'elles avaient par le passé. Et donc, il n'y aura que des échanges. Et je voudrais qu'il en soit ainsi pour les années à venir, afin que le débat politique soit désormais un vrai débat et non plus un débat de 1000 francs, 2000 francs. Et de sandwich parfois. Alors, Sénalia Glago avait souligné le poids des lois dans la République aujourd'hui et justement ce qui influe sans doute si certains acteurs. On va, avant de revenir à vous, parce que ces lois-là ne s'intéressent pas que aux grands. Tous les citoyens sont quadrillés sur ces lois-là. Vous avez déjà, vous le disiez dans le journal, relevé les actes de vandalisme. Quelles sont leurs ampleurs, ces actes-là? Oui, nous, sur le terrain, nous avons commencé par constater qu'il y a des affiches qui sont mises et que le lendemain, on voit qu'il y a des actes de vandalisme, c'est-à-dire les gens qui vont déchirer ces affiches. Alors que dans notre pays, il y a le code de procédure pénale qui punit ces actes de vandalisme. C'est pourquoi j'ai profité de votre canal en temps pour exhorter les populations à ne pas tomber dans la mauvaise foi involontaire, parce que c'est des gens souvent qui ne savent pas que ces actes de vandalisme sont punis et ils le font même juste de façon inconsciente parce que ils sont frustrés par le fait qu'il n'y ait pas peut-être leur parti qui va aux élections, mais les responsables de ce parti même ne leur demandent pas d'aller faire ce genre de vandalisme. Eux-mêmes ne savent pas que c'est puni, ils le font. Alors que si là, vous êtes arrêté par la police, on vous présente immédiatement. Le procureur de la République est même ouvert, et le parquet est ouvert même le week-end pour vous déférer. Donc, pendant que vous serez en prison, même ceux pour qui vous avez fait ces actes ne vont pas venir plaider votre cas parce qu'ils vont simplement dire qu'ils ne vous sont pas demandés de faire. Donc, j'attire l'attention de nos populations sur ce fait. Et je vais vous dire que ces mêmes populations qui font ces actes de vandalisme, au fur et à mesure qu'on évolue, ils changent un peu de comportement. Ce sont les gens qui, au départ, se disent jamais je ne vais pas aller voter, mais quand vous venez faire le discours comme mon ami l'a dit, un discours politique, un contrat entre les populations et vous, ils comprennent en ce moment que là, ils sont en face des gens sur qui ils peuvent compter demain. Et par rapport à ça,
ils oublient leur ego ou leur frustration et s'engagent avec vous. Ils font un nouveau contrat avec les candidats que nous sommes et on avance. Donc, voilà. Sénat Léa Glago, je reviens à vous. Ces actes décrits ou relevés par Oswald Akpali ne sont pas nouveaux, même si il faudra quand même un peu nuancer. Il y a quand même que parfois aussi les affichages prennent d'assaut pratiquement les murs ou autres. Au-delà du fait qu'il faut savoir où poser les affiches, il y a que la loi est là pour protéger, on va dire, les marques de la manifestation de la campagne. Oui, mais je pense que les responsabilités à ce niveau ne comptent pas forcément aux candidats. Parce que les candidats, pour ces périodes-là, achètent des places réservées, dédiées, pour pouvoir mettre leur affiche. Mais c'est vrai que c'est des fois, c'est des populations qui, pour montrer leur appartenance ou leur adhésion à un parti à un moment donné, les affichent même sur les maisons de personnes qui ne sont même pas concernées, ceci nuitamment. Et je pense que quand ils rappellent les tests en vigueur en la matière, il faudrait également que ces personnes-là qui veulent montrer qu'ils sont membres d'un bloc ou d'un autre, veulent exprimer leur joie, leur bonheur d'y appartenir, n'affichent pas sur la clôture ou sur le portail et autres de personnes qui forcément ne sont pas. Si vous voulez le faire, on en a vu, affichez-le sur vos voitures, sur vos motos, sur votre portail, sur votre chambre, sur vos cahiers. Faites tout ce que vous voulez, sur ce qui vous appartient. Mais oui, c'est normal parce que si cette personne arrive à vous prendre la main dans le sac et qu'il se plaint à la justice, la loi vous sera appliquée. Et je ne pense pas que nous ayons envie de nous retrouver dans des situations inappropriées. Pour quelque chose forcément qui ne nous... Peut-être que pour l'instant, on le fait sans le savoir. Mais le contexte est différent aujourd'hui. Le contexte est différent en ce sens que, oui, il y a des partis qui ne sont pas en liste et donc dont les membres ne participent pas forcément et ont envie peut-être de nuire ou de ne pas nuire, on ne sait jamais. Mais il y a également le contexte des tests et les responsables qui sont chargés d'appliquer ces tests-là ne lésinent plus sur les moyens pour les appliquer. Et comme il a dit, personne n'a envie de se retrouver à un moment donné dans les mailles de la police parce qu'on aura voulu faire quelque chose qu'on pensait banal. Dans aucune société, aucun acte n'est banal. L'acte qui se trouve banal, c'est l'acte que vous posez chez vous, dans votre maison, dans votre famille ou je ne sais où. Donc, prudence à chacun d'entre nous. C'est vrai que tout à l'heure, en parlant et en félicitant les populations, moi j'ai remarqué personnellement que parce que on n'a plus beaucoup de candidats, il y a cette recherche des populations à connaître ceux qui sont dans leur circonscription électorale. J'étais sur un terrain où c'est une dame qui m'a dit, et quand elle disait ça, les autres appuyaient, chez nous, dans cette circonscription, c'est tel bloc, c'est telle personne, c'est telle personne. Donc, vous voyez, ça change le débat et ça fait que on n'élit plus quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. On élit quelqu'un qu'on cherche à connaître et on se pose la question de savoir est-ce que cette personne est vraiment de notre circonscription? Si oui, quel était son comportement? Et tout cela va participer au choix qu'on fera demain de sa liste ou de la liste opposée. Donc, je pense que c'est une bonne chose de voir nos populations ne plus être si analphabètes que ça, prendre conscience et être impliqués à comprendre cela. L'autre chose aussi qui a changé un peu, qui fait que peut-être l'engouement n'y est pas aussi, c'est qu'on n'a plus les anciens ténors politiques que nous avions devant afficher les mêmes qu'on voyait, on les a plus. De nouveaux visages. On a de nouveaux visages. Et des fois, c'est des visages que vous vous dites, mais d'où ils sortent? À part ceux qui, peut-être, sont proches de certains de ces anciens-là, qu'on voyait déjà. Il y a de nouveaux visages Après, ou bien c'est un ami du quartier que vous n'avez plus jamais vu, que subitement vous voyez sur la liste et vous dites, ah, lui aussi. Voilà. Donc, il y a ces changements d'habitude qu'on nous impose aujourd'hui à travers ces deux blocs-là, que nous sommes obligés d'assimiler, d'accepter. Et je pense que ça devrait pouvoir interpeller nos acteurs politiques à savoir qui mettre sur les listes et qui ne pas mettre. C'est vrai que le choix est déjà fait là. Parce que si c'est quelqu'un qui, dans son quartier, n'est pas bien vu que vous le mettez, vous créez forcément des problèmes. Oui, ce n'est pas anodin, ça se fait. Des fois, la personne vous montre ça bonne foi, mais vous le mettez, c'est peut-être dans sa zone que vous avez le moins de score. En fait, la campagne, pour moi, va bien se dérouler, puisque nous ne sommes pas enclins à la violence, nous ne voulons pas qu'il y ait de conflits, nous œuvrons chaque jour pour ça, et je pense que les actes de vandalisme, il faut les éviter. Vous avez un discours à tenir à une population, quand vous y allez, tenez votre discours. L'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que je ne vois pas les grands rassemblements sur pas les places publiques, la rue, dans les fonds, je n'en ai pas vu.
Après, je me suis dit, c'est vrai que le nouveau code pénal Oui, a interdit certains rassemblements. Donc, peut-être c'est ça qui a amené il y a même la question de la gestion du bruit aussi. Les menus se sont retrouvés en prison. Voilà. Donc, j'ai dit, parce que quelqu'un m'a dit non, c'est une stratégie. J'ai dit non, cette stratégie-là, ils n'ont pas le choix, puisqu'il y a des tests qui sont là aujourd'hui, mais qui sont strictement appliqués. Il vaut mieux le faire dans les lieux publics. Fermés, par exemple les centres de jeunes. En fait, parce que c'est ce que nous avons remarqué. C'est vrai aussi que ça ne les arrange pas trop bien, mais la loi est due, mais elle est due pour tous. Hein. C'est clair. On va évoluer dans cette causerie. Nous passons au second sujet, au deuxième sujet de cette causerie, qui fait cas de l'annonce du gouvernement béninois. La dernière fois, à l'issue du Conseil des ministres de la semaine dernière, le mercredi 10 avril, le gouvernement a adopté le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de mécanisation agricole ANAMA pour faire de ce secteur un principal levier de développement économique. Alors, Joseph Bobo, est-ce qu'il y a quel est le besoin en la matière pour qu'on en arrive là? Le besoin est grand et crucial. Parce qu'on parle de développement agricole et le gouvernement du président Talon a fait du secteur agricole je crois, le troisième pilier de son programme d'action du gouvernement. Et donc, tout ce qui concourt au développement du secteur agricole est la bienvenue. Je souhaiterais quand même que, avant que tout le dispositif ne soit mis en place, que nous fassions le point par rapport à ce qui avait été fait en matière de mécanisation agricole, qu'on sache réellement ce qui a été fait à l'endroit des paysans et agriculteurs et que l'on sache réellement ce qui va être fait en leur faveur à partir de maintenant. Vous savez, quand je suis également un petit agriculteur, hein, j'ai un petit champ au village et donc je crois que les paysans ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés par le gouvernement en matière de mécanisation agricole, parce qu'il y a certaines zones dont les paysans n'ont pas du tout bénéficié de l'appui du gouvernement en matière de tracteurs et autres engins pouvant aider à accroître leur productivité, à accroître le rendement. Et donc, en décidant aujourd'hui de mettre en place une agence pour la mécanisation agricole, je crois que le gouvernement a certainement pris la juste mesure de la situation et que maintenant nous allons véritablement connaître ce qu'on appelle révolution verte. Mais avant cela, il faut bien qu'on fasse le point parce que nous n'avons pas coutume de faire le point avant de commencer une nouvelle construction. Il va falloir faire le point pour qu'on sache véritablement là où on en est et d'où on veut désormais partir, de quoi les paysans et agriculteurs ont véritablement besoin. Voilà, est-ce que Sénalia Glago, c'est un élément pour pouvoir booster notre agriculture? C'est l'espérance que chaque Béninois ou chaque agriculteur a aujourd'hui quand on entend qu'on va créer une agence dénommée l'ANAMA. Je pense que le plus important aujourd'hui, on ne peut pas aller contre une politique tant qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas la politique être mise en œuvre. Donc, c'est une bonne chose a priori. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est que tous les acteurs puissent mettre des leurs pour qu'on puisse avancer. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé du recensement des agriculteurs. Tout à fait. Je pense que c'est peut-être dans cette droite ligne-là. Et vous savez que l'année dernière, nos différentes campagnes ont porté un peu plus que d'habitude. Et je pense que pour encourager effectivement ces agriculteurs-là, ces acteurs agricoles qui s'investissent chaque jour, malgré les difficultés liées au changement climatique et autres, à nous nourrir et pourquoi pas à permettre au Bénin d'importer certains de ces produits. C'est important que cette agence puisse accompagner. C'est aussi important parce que vous savez, c'est souvent très difficile quand vous faites un débat avec d'autres concitoyens, d'autres pays de la sous-région. Quand on demande quelle est la principale culture d'exportation du Bénin, on dit le coton. Alors que d'autres pays en ont 3, 4, 5, voire 10. Et ils sont même les leaders
au plan mondial. Et je pense que nous avons également envie que notre pays soit leader. C'est vrai qu'à un moment donné, on nous a parlé du miel béninois qui il y a quelques mois, qui a reçu l'autorisation d'être exporté. C'était une fierté. On est en train de faire des efforts dans le sens du cajou, de l'anacarde. Je pense qu'il faut encourager. L'ananas aussi, je l'ananas, crois, oui, l'ananas, puisque européen. C'est d'ailleurs même le plus grand. Et puisque vous savez que quand ça marche comme ça, c'est tout le bonheur des citoyens d'abord, parce que c'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que chacun d'entre nous, certainement ici, arrive à consommer des produits locaux fabriqués avec ce que nos agriculteurs ici ont eu à produire. Et ça fait du bien, ça vous évite d'aller consommer tout le temps des produits venus d'ailleurs, parce que ce n'est qu'en consommant les produits transformés, parce que je pense que la mécanisation, c'est aussi pour accompagner la grande production, mais pour accompagner également, pourquoi pas, l'industrialisation plus tard. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous consommons nos produits ici. Mais l'autre chose qui fait qu'à des moments donnés, on dit que le Béninois n'aime pas consommer local, c'est que ça coûte des fois plus cher que ce qu'on nous apporte de l'étranger. Et c'est peut-être là mon plaidoyer. C'est vrai que je ne suis pas du secteur agricole, je ne suis pas dans l'industrialisation, mais je sais que certainement ces acteurs ont quelques difficultés dans les machines et autres qu'ils amènent. Donc je pense que l'État gagnerait à voir un peu dans ce sens aussi pour que les produits que nos Béninois font pour nous, nous puissions les consommer à des coûts raisonnables. C'est vrai que de beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années, parce qu'il y a des produits avant, vous n'auriez pas pu les acheter, mais aujourd'hui, on les achète avec beaucoup de plaisir. Mais il faut que ces produits n'aient rien à envier à ce qu'on nous apporte de l'extérieur pour que nous puissions encourager ceux qui font un énorme travail aujourd'hui, parce que vous savez, quand les changements climatiques font ce qu'ils font aujourd'hui, c'est très difficile pour les agriculteurs de pouvoir avoir une bonne production, malgré toute leur bonne volonté. Et c'est de l'investissement, c'est toute une vie qu'on y met, tout l'avenir d'une famille qu'on y met. Et ces agriculteurs, avec leur production, arrivent à financer l'éducation de leurs enfants et leur avenir. Donc, je pense qu'ils méritent qu'on les encourage. C'est vrai aussi qu'on a eu d'autres projets. Ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie que nous parlons, je pense, mon confrère Bobo et moi, mais ce dont nous parlons véritablement, c'est pouvoir utiliser ce qu'il y avait pour améliorer, parce que forcément, ce qui était là n'est peut-être pas mauvais. Il y a des choses qu'on peut récupérer. Il y avait un centre de mécanisation agricole qui était sur la voie de Huida. Je crois que le point, à un moment donné, avait été fait par rapport à... De toute façon, s'il y a des outils là qu'on peut encore utiliser pour améliorer, je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, parce que c'est quand même les fonds de l'État qui ont servi à un moment donné, les fonds des citoyens qui ont servi à un moment donné à créer cela. Et il faut tout faire pour accompagner les acteurs agricoles, parce que qu'on le veuille ou non, notre pays reste encore très très agricole et on a besoin de les accompagner. Voilà, Oswald Akpali, quelle est la part de l'agriculture dans le projet du BR? Oui, vous savez, sur le plan politique, l'homme politique ne se lève pas par hasard et prend une décision. En venant au pouvoir, le président Patrice Talon a relevé le défi de la culture de la production du coton. Oui. Et vous avez vu ce que ça a donné en 3 ans. Notre pays n'est pas un pays à ressources minières, pétrolières. Et l'engagement qu'on puisse avoir pour le développement réel de cette nation ne se base que sur l'agriculture. Nous avons constaté que depuis fort longtemps, nos populations étaient toujours réceptrices à l'importation des produits. Et comme Mme Senan l'a dit, c'est parce que les prix sont abordables. Quand les prix sont abordables et que le prix du local est plus cher, nous n'avons pas d'autre choix. Mais pourquoi les prix à l'importation sont plus abordables? C'est parce que les autres là-bas ont une industrialisation de leur production. Nous sommes encore à des étapes archaïques où c'est la roue qui va cultiver sur la terre. Donc c'est fort de cela que le gouvernement actuel a pris des responsabilités de manière à mettre en place une agence de mécanisation. Et récemment, il y a eu le recensement des agriculteurs qui sont passés, afin que ces agences puissent venir en soutien aux agriculteurs qui vont le désirer, qui sont déjà dans une base de données. Vous pourrez aller dans des zones données et vous allez voir que un certain nombre de paysans, pour une culture donnée, n'ont pas les moyens d'embraver
la superficie réelle qu'ils ont. Parce qu'ils n'ont pas les moyens déjà mécaniques et ils n'ont pas les moyens financiers pour s'acheter. Donc, ces agences seront mises en place pour accompagner en aval et ces producteurs pour que au finish on ait une grande quantité. Quand la quantité produite est assez énorme, vous voyez le Nigeria à côté, le Nigeria n'importe pas du riz par exemple chez eux, des huiles végétales, tout ça, mais on n'importe pas le Bénin et on transite vers le Nigeria. Quand est-ce qu'on sera en mesure de produire du riz, effectivement? Vous allez voir que le même conseil des ministres a octroyé une usine de riz à une autre entreprise qui va produire à une échelle industrielle. Donc, c'est déjà un appel aux agriculteurs à produire plus de riz. Et en produisant plus de riz, il faut avoir les moyens. Et ces moyens seront mis en place par ces agences qui sont de mécanisation qui vont financer les agriculteurs pour qu'on ait, au-delà du coton, qu'on ait d'autres cultures qui soient vraiment au top niveau, pour qu'on puisse dire aussi qu'effectivement le Bénin n'est pas que seulement producteur de coton, mais on peut citer 2, 3, 4, 5 aussi. Joseph Gbogbo, c'est également la clé pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Bien évidemment, parce que lorsque les producteurs potentiels bénéficient de cet appui, il va de soi que le rendement sera meilleur que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et lorsque le rendement est sera meilleur que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, je crois que nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les quelques paysans qui avaient déjà bénéficié de cet appui-là ont montré qu'ils sont capables de quelque chose. La belle preuve, vous savez, on avait eu un incident en production de maïs et de tomates. Et la tomate du moins qu'on importait depuis le Burkina Faso. Et donc, à une certaine époque, il y a quelques mois, on était disons, dans un excédent de production de tomates qu'on a dû exporter vers les pays voisins afin de ne pas laisser pourrir. Également, le maïs, la production du maïs a connu un excédent qui a été finalement revendu vers les pays voisins. Et donc, les paysans nous ont démontré que lorsqu'ils sont vraiment appuyés par des machines, par des tracteurs, par, disons, ce dont ils ont réellement besoin pour accroître leur productivité, leur production, leur rendement, qu'on peut réellement atteindre l'autosuffisance alimentaire dans notre pays, parce qu'on en a besoin pour éviter d'importer tout le temps de l'extérieur pour consommer. Et comme il l'a si bien dit également, on ne peut pas permettre que notre pays soit un pays de transit pour des produits vivriers en plus qu'on peut avoir sur place ici. Ce n'est pas bien que notre pays serve, le Bénin serve de pays de transit à ces produits-là. Il vaut mieux renforcer les producteurs ici sur place afin que ces produits-là ne passent pas par ici, que nous l'ayons nous-mêmes à consommer et que nous puissions l'exporter vers les pays voisins. Oui. Sénaléa Glago, un petit mot juste avant de clôturer cette causerie. Il faut dire que c'est également un pôle essentiel pour la création d'emplois. Bien sûr. Il y a longtemps dans ce pays qu'on disait il faut retourner à la terre. On disait aussi que la terre ne ment jamais. Je pense que c'est le moment plus que jamais de démontrer que la terre ne ment pas, parce que quand vous produisez, vous récoltez. Et il y a des personnes qui s'échinent au quotidien dans ces activités-là, mais qui n'ont pas d'accompagnement. Je pense qu'il vaut mieux déjà encourager ceux qui sont dedans avant de vouloir en mettre davantage, parce qu'il y en a qui sont dedans, qui n'ont besoin qu'on les pousse un peu pour avancer. Et je pense que c'est ce que l'agence là fera. Et je pense que nous allons
enfin manger à notre faim, non seulement à notre faim, manger des produits de bonne qualité, des produits qui n'ont pas été conservés dans des conditions données, des produits qui ne sont pas des organes génétiquement modifiés. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce sont ce que nous mangeons le plus qui nous rendent malades. Et on a besoin donc de manger des produits. Parce que là, si vous mangez des produits produits au Bénin, vous avez l'assurance que quand il y a un problème, et que vous saisissez les autorités sanitaires, par exemple, on sait où il y a le problème, on peut s'y construire véritablement. Quand ça vient souvent des fruits de l'importation, on ne sait vraiment pas d'où ça vient, on ne sait pas qui attaquer, on ne sait pas qui prendre. Et je pense que c'est une responsabilité assez lourde que nous donnons aujourd'hui à nos producteurs de nous donner des produits de qualité, mais il faut les encourager parce que ce n'est jamais facile de se mettre dans cette logique de la terre, parce que longtemps, on a toujours pensé que pour développer le Bénin, il faut produire des accoris, des intellectuels en veste cravate, bien habillés, alors que il n'y a pas plus intellectuels que ceux qui vous donnent à manger, ceux qui font tout pour vous nourrir, pour vous habiller. Et c'est ceux-là, ces artisans-là qui font énormément le grand boulot, pas nous qui venons ici bavarder.